Bienvenue à cette session, cette troisième session de la journée, après celle de José ce matin sur les threads virtuels et celle de Elvenas sur le déploiement des applications au cloud native avec Graal. Sur cette troisième session, je vous propose de vous présenter les nouveautés de Java 22. Je vous invite aussi, si vous avez des questions, à les mettre dans le panneau Q&R. Je tâcherai de répondre à certaines selon les disponibilités du temps que j'aurai en fin de cette session. Et puis sinon, vous avez un Slack sur lequel vous pourrez mettre aussi vos questions et je tâcherai d'y jeter un petit coup d'œil et d'y répondre. On est en 2024 et Java poursuit son évolution avec un rythme de release qu'on connaît bien maintenant, une nouvelle version tous les 6 mois, un mois fixe au mois de mars, au mois de septembre avec au mois de septembre dernier Java 21 qui est sorti et qui est une version un petit peu particulière, qui est une version dite LTS, Long Term Support. Donc une version pour laquelle on va avoir pendant les 6 prochains mois, jusqu'à la prochaine version de Java, des patchs. Avec une version LTS, ces patchs, ils sont proposés au moins jusqu'à la prochaine version LTS. Ce qui fait que ces versions LTS sont essentiellement la cible pour les entreprises. Le rythme de release, il a changé un petit peu depuis Java 17. Il est passé de 3 à 2 ans. C'est la raison pour laquelle on passe, la précédente version LTS, c'était Java 17, et maintenant c'est Java 21. On a OpenJDK qui nous propose des implémentations de référence. Et puis, au mois de mars de cette année, on a eu Java 22. Alors, Java 22 n'est pas une version LTS. Alors, on peut se poser une question, c'est est-ce qu'on peut l'envoyer en prod? La réponse est oui, à condition que on accepte tous les 6 mois de faire une migration de version, puisqu'on aura des patchs que jusqu'à la prochaine version de Java, donc là, Java 23. Alors, on peut se poser une deuxième question, c'est quel est l'intérêt pour un développeur de regarder des versions Java 22? Moi, je pense que c'est intéressant parce que quand il y aura la migration sur la prochaine version LTS, la Java 25, celle-ci inclura tout ce qui aura été proposé dans Java 22 et dans les versions 23 et 24 qui sont à venir dans l'année qui vient. Alors, une nouvelle version de Java, c'est encore une des rares choses qui fait l'objet d'une JSR. Là, en l'occurrence, pour Java 22, la 397. On a 12 JEP. Alors, évidemment, avec des releases de 6 mois, on a des versions qui n'ont pas forcément beaucoup de fonctionnalités, mais généralement, ça tourne entre 5 et 15 JEP, Java Enhancement Proposal. On a des nouvelles fonctionnalités qui sont introduites en standard, on en a deux. On a aussi des fonctionnalités qui nous sont proposées en preview. Il y en a trois. On a des fonctionnalités qui sortent de preview, donc qui étaient en preview dans la version précédente, Java 21, et qui deviennent maintenant standard. On en a deux. Et puis, on a des fonctionnalités qui restent en preview ou en incubation. On en a cinq. Je ne les détaille pas tout de suite. On va en parler d'ici la prochaine petite heure. Alors, je suis Jean-Michel Doudou. Je suis directeur technique chez Siam. J'y fais un certain nombre de choses, essentiellement de la formation autour de l'écosystème Java, principalement. Euh, Comme l'a dit Elvenas tout à l'heure, je suis un peu connu dans la communauté francophone parce que depuis 2001, j'enrichis régulièrement. Pas autant que je voudrais, mais je continue à écrire et à enrichir un didacticiel sur Java et son écosystème. Alors d'aujourd'hui, il contient plus de 4200 pages. Vous pourrez le retrouver sur mon site web. Vous avez l'URL. J'ai aussi fait différentes choses, notamment je suis un des cofondateurs du Lorraine Jug. Et il y a 10 ans maintenant, parce que le temps passe vite, j'ai été élu Java champion. Alors, de quoi on va parler concernant Java 22, des fonctionnalités du projet Ember, donc tout ce qui touche des évolutions au niveau de la syntaxe, des évolutions qui nous sont proposées au travers du projet Loom, donc tout ce qui concerne la programmation parallèle et concurrente, des fonctionnalités du projet Panama, qui concernent les interactions avec le système externe à la JVM, donc le système hôte, et le hardware aussi. Et puis, ça, c'est souvent les choses qu'on regarde, mais il y a aussi des évolutions dans les API de Java Core, des évolutions dans la JVM Hotspot. Ça, moi, je pense que c'est toujours important de s'intéresser à la JVM parce que Java, c'est un langage, c'est évidemment des API, c'est un écosystème, mais c'est aussi et surtout une JVM qui va nous permettre d'exécuter le code qu'on produit. Alors, si on regarde les fonctionnalités du projet Ember, on en a quatre, une en standard, trois en preview. La première qui nous est proposée maintenant en standard après une première preview en Java 21, c'est Unnamed Variables and Pattern. L'idée, c'est d'enrichir le langage d'une syntaxe qui va nous permettre
avec un mot-clé réservé d'identifier des patterns ou des variables qui n'ont pas de nom, ou en tout cas auxquelles on ne va pas vouloir avoir d'utilité, mais qu'on doit parfois, par obligation ou par simple volonté, définir, mais qu'on ne va pas utiliser. Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu fastidieux parce qu'il fallait trouver un nom à ces variables. Là, en fait, l'idée, c'est de nous proposer une syntaxe particulière qui va utiliser le 51e mot-clé réservé de Java, introduit en Java 9, qui est l'unique caractère underscore. Donc, depuis Java 9, cet unique caractère underscore est un mot-clé réservé de Java, donc on ne peut plus l'utiliser comme un identifiant, alors que c'était le cas jusqu'à Java 8, avec une petite restriction en Java 8 qui avait déjà été introduite en avance par rapport à cette fonctionnalité qui nous est proposée maintenant. Il n'était déjà pas possible d'utiliser l'underscore dans le nom des paramètres des lambda. On peut l'utiliser pour trois choses. La première, c'est des patterns sans nom. Donc, c'est un pattern inconditionnel qui ne correspond à rien, qui va être utilisable dans des patterns imbriqués à la place d'un type ou d'un record pattern dans un record pattern. Donc ici, dans l'exemple, je définis un record grade, je définis un record employé qui contient un nom, un prénom et un grade. Je crée une instance, j'utilise du pattern matching avec l'opérateur instance-of, et vous voyez qu'au lieu de devoir réécrire chacun des composants du record employé dans le pattern, je peux simplement utiliser underscore pour indiquer que le prénom et le grade, je n'en aurai pas l'utilité dans mon code puisque ici, je n'affiche simplement que le nom. On peut aussi l'utiliser pour des variables sans nom dans la variable d'un pattern. C'est presque le même exemple. La seule différence, c'est que vous voyez qu'ici, je remets les types. Alors, même si là, j'utilise l'instruction var pour demander au compilateur de l'inférer, je reprécise chacun des composants. Ici, d'un record personne, on peut imaginer qu'il y a un nom, un prénom, et puis un troisième composant. Mais de nouveau, je n'ai besoin pour mon code que le composant nom, je peux définir. Alors ici, je l'utilise avec l'opérateur instance-of. Tout à l'heure, on verra un autre exemple, peut-être un petit peu plus pratique dans l'utilisation de ces unnamed pattern variables avec un switch. Et puis la dernière possibilité qu'on a, c'est de définir des variables sans nom dans des variables locales, donc dans un bloc, ou dans la définition d'une ressource d'un try with resources, dans l'entête d'une boucle for ou for améliorée, dans une exception d'un bloc catch, ou dans les paramètres d'une expression lambda. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une variable sans nom, on va pouvoir la déclarer, l'initialiser, mais on ne pourra pas l'utiliser. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser plusieurs fois dans une même portée. Alors ça peut donner des choses comme ça. On peut utiliser l'underscore pour définir une variable locale pour des paramètres d'une lambda, pour une exception dans un catch ou pour la définition d'une ressource dans un try. Remarquez quand même que dans la définition de la ressource pour un try, même si on indique que c'est une variable sans nom avec underscore, le compilateur invoquera quand même la méthode close, puisque nous, on n'y a pas accès dans le code, mais le compilateur général bytecode correspondant pour que la méthode close de notre ressource soit invoquée. Là où on risque d'avoir une bonne utilité de cette fonctionnalité, c'est dans un switch qui va faire du pattern sur des types scellés, du pattern matching sur des types scellés. Pour illustrer ça, j'ai une interface ici, form, qui autorise uniquement trois classes d'implémentation, cercle, carré et rectangle. Et ça, c'est de la programmation orientée data. Je définis une méthode dans une classe traité forme ronde qui attend un paramètre de type forme et je fais du pattern matching sur ce paramètre pour indiquer que je vais faire un certain entraînement, ici afficher des formes rondes. Alors pour l'instant, dans ma hiérarchie scellée, j'ai que cercle qui correspond à une forme ronde. Donc si la variable que je passe est de type cercle, je l'affiche. Si c'est carré ou rectangle, je ne fais rien. Remarquez que dans cette situation-là, à l'heure d'aujourd'hui, on est obligé de déclarer chacun des types dans un case particulier, puisqu'on ne peut pas mettre deux types patterns sur le même case. Ça n'aurait pas de sens dans la mesure où il n'y a que l'un ou l'autre qui serait valorisé, donc on pourrait avoir des cas de lune pointer exception. Alors évidemment, là, mon exemple ici est très simple puisque je n'ai que trois types, mais on pourrait imaginer d'avoir une hiérarchie un petit peu plus riche. Alors on pourrait être tenté de dire, bon, OK, je vais traiter les cas de forme ronde, et puis dans les autres cas, je vais utiliser le default.
C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'on a un risque de bug si jamais j'ajoute par exemple un quatrième type ovale. Ovale est une forme ronde et ce qui va se passer, c'est que si on rajoute ovale dans les classes d'implémentation autorisée de l'interface forme, il va tomber dans le cas default. Donc ça, c'est quand même assez risqué. Et bien là, ce qu'on va pouvoir faire en utilisant le caractère underscore, et comme on peut l'utiliser plusieurs fois, c'est de mettre un case, de préciser chacun des types pour lequel on ne veut rien faire. Et dans ce cas, si je rajoute oval, il y aura une erreur de compilation quand on recompilera le code ou une exception à l'exécution parce qu'on n'aura pas l'exhaustivité des types qui sont pris en charge dans le switch. Seconde fonctionnalité qui nous est proposée en preview, les string templates. Assez fréquemment, il est courant de devoir créer des chaînes par la composition d'un ensemble de textes littéraux et d'un ensemble de valeurs ou d'expressions. Ça, on est amené à faire ça couramment quand on développe des applications. Alors historiquement, pour faire ça en Java, on a plusieurs possibilités, hein. On peut utiliser l'opérateur plus, on peut utiliser un string builder ou un string buffer éventuellement si on a besoin d'être thread safe. On a la méthode format de la classe string qui nous permet aussi de faire des choses, et puis la classe message format. Elles ont toutes des inconvénients, essentiellement leur verbosité et surtout leur manque de lisibilité. Si on regarde ce qui se fait dans d'autres langages, la plupart, pour ne pas dire presque tous, proposent l'interpolation de chaînes comme une alternative à la concaténation de chaînes. Cette fonctionnalité était en preview en Java 21. Elle est réintroduite pour une seconde preview en Java 22. Le problème de l'interpolation dans les langages, c'est que souvent, ça peut amener à des soucis indirects, notamment de SQL injection ou de JSON injection. C'est-à-dire que on n'a pas forcément de contrôle via l'interpolation du contenu qui va être introduit et produit pour produire la chaîne. Là, l'idée, c'est que Java, le langage Java est enrichi avec des string templates qui vont venir en complément des chaînes littérales qu'on connaît et des blocs de texte. L'idée, ça va être de combiner un texte littéral avec des expressions intégrées et un processeur de template. Dans le but de produire une chaîne de caractères, en ayant la clarté de l'interpolation et potentiellement un résultat plus sûr, notamment si on définit des processeurs qui vont nous permettre de faire des contrôles. Mais ça va au-delà de la simple production d'une chaîne de caractères, parce qu'avec un processeur de template personnalisé, on va être aussi capable de produire un objet Java quelconque, et pas uniquement des chaînes de caractères. Alors pour ça, on a un nouveau type d'expression introduit dans le langage, les templates expressions, qui vont nous permettre de définir l'interpolation qui sera réalisée pour créer soit une chaîne, soit un objet en fonction du processeur. Alors syntaxiquement, ça ressemble beaucoup à une chaîne littérale, mais ce n'est pas une chaîne littérale. Pourquoi? Parce qu'il y a un préfixe. Un petit exemple rapide, j'ai une variable prénom qui s'appelle Jean-Michel et je définis effectivement un string template. Alors vous voyez qu'il y a str, point, et une template expression. Alors si on regarde un petit peu ce détail, ce n'est pas une chaîne de caractères, hein. On a d'abord un processeur, ici str, on va voir, il est fourni par le JDK. Le caractère point qu'on connaît bien, le séparateur quand on veut par exemple invoquer un membre d'une instance. Et puis un template qui là pour l'instant est fait sous la forme d'une chaîne littérale simple avec une ou plusieurs expressions intégrées d'une syntaxe particulière, anti-slash, et dans une paire d'accolades, la variable dont la valeur viendra remplacer cette expression intégrée dans la chaîne qui sera produite. On a aussi une variante qui peut utiliser plusieurs lignes de code avec une syntaxe similaire à celle des blocs de texte. Et de nouveau, ce n'est pas un bloc de texte, hein, c'est une template expression. Alors, on a trois processeurs qui nous sont proposés dans le JDK. On vient de voir la première, str, qui effectue une interpolation pour créer une chaîne. Là, vous avez un autre petit exemple. Vous voyez qu'on peut y mettre plusieurs expressions. Et cette expression peut aussi être composée d'une évaluée. Et le résultat de cette évaluation, ici la somme de x et y, peut être ajoutée. Remarquez que dans cet exemple, je n'ai pas d'import d'str. Pourquoi? Parce que le compilateur ajoutera automatiquement un import statique sur str. Et donc, on peut directement l'utiliser.
On a un deuxième template qui est FMT, un processeur qui est FMT, qui va nous permettre de faire une interpolation pour créer une chaîne de caractères, mais qui va nous permettre d'utiliser des spécificateurs à gauche de l'expression intégrée pour formater des données en utilisant Java Util Formatter. Et puis on a Rho qui nous produit un objet de type Stream Template. Donc là, l'exemple que je vous propose, il est exactement similaire au premier exemple, sauf que au lieu de passer par le processeur STR, je passe par le processeur Rho qui, au lieu de renvoyer une chaîne de caractères, renvoie un string template. Ça permet de constater une chose, c'est que en fait, quand on regarde le processeur, en fait, un processeur a une méthode process qui va prendre en paramètre le string template et c'est lui qui va générer à la fin une chaîne de caractères ou éventuellement un autre objet. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on peut définir ses propres templates personnalisés qui vont nous permettre de générer soit une chaîne, soit éventuellement un objet de type quelconque. Et on pourra faire des validations, des contrôles avant de produire le résultat. C'est assez simple. On a une instance de l'interface fonctionnelle stringTemplate.processor à produire. Comme c'est une interface fonctionnelle, il faut fournir l'implémentation de l'unique méthode process. On a une fabrique pour nous faciliter la création d'une instance, stringTemplateProcessor.off. Vous avez un petit exemple ici, basique, qui va utiliser l'interpolation de chaîne pour produire une chaîne de caractères et produire un objet JSON directement avec les valeurs qui seront passées. Alors, il y a une petite difficulté sur cette fonctionnalité qui nous est proposée en 21, c'est que c'est une fonctionnalité en preview. Une fonctionnalité en preview, elle peut évoluer. Il en a toujours été ainsi, voire même éventuellement être supprimée, même si à ma connaissance, ça n'a jamais été le cas. Et en fait, là, c'est le cas avec les string templates, parce qu'au mois de mars de cette année, une annonce a été publiée par Brian Goetz pour annoncer que cette fonctionnalité allait profondément changer. Il y a entre-temps plusieurs annonces qui ont été faites, donc il n'y a encore pas de certitude sur la prochaine forme que va prendre la JEP des string templates, à tel point qu'il faudra attendre Java 24, puisqu'il a déjà été annoncé qu'il n'y aurait pas de JEP en preview concernant les string templates. Donc, il retravaille un petit peu le modèle. Il y a des échanges assez intenses sur faut-il imposer les processeurs, les garder ou pas. Donc, c'est quand même une fonctionnalité qui va évoluer dans les prochaines versions de Java et il faudra attendre au moins Java 24 pour avoir des détails. Autre fonctionnalité qui nous est proposée, on a le Hello World, alors qu'on connaît bien quand on est développeur Java, mais qui est quand même très compliqué. Pour un débutant, il y a des notions de classe, de public, de visibilité, de statique, de tableau, de chaîne de caractères. C'est vraiment assez compliqué de... Alors que traditionnellement, c'est par là qu'on commence quand on débute dans un langage, même si ce n'est pas forcément révélateur de certaines choses. Là, au moins, il y a quand même une certaine complexité. Donc l'idée, c'est de nous proposer au travers de la JEP 463 de faire évoluer le langage pour simplifier des programmes simples et faciliter l'apprentissage par des débutants avec le langage Java. On en a eu une première preview en Java 21. Elle revient pour une seconde preview en Java 22 avec un changement de nom. C'est plus implicitly declare class, c'est unnamed class. Et on a deux évolutions dans un fichier source. La première, c'est la méthode main. Traditionnellement, elle devait avoir une signature qui était imposée. Alors d'aujourd'hui, au travers de cette JEP, quatre formes sont autorisées. La forme historique qu'on connaît, statique, mais maintenant on peut aussi avoir une méthode même sous la forme d'une instance. Et selon les besoins, elle peut avoir ou pas en paramètre un tableau de chaîne de caractères. Sur la visibilité, sont autorisés public protected et la visibilité par défaut, package private. Ce qui fait qu'on peut simplifier maintenant un Hello World comme ça. Donc vous voyez que ici, c'est une méthode main d'instance et qui n'a pas de paramètres puisque, comme je fais un simple Hello World, je n'en ai pas besoin. Du point de vue de la JVM, ça ne pose pas de problème pour retrouver la méthode main. Ça va se faire en deux étapes. Elle va déjà chercher une méthode main qui contient un tableau de caractères en paramètres. Si elle existe, elle est invoquée. Si elle n'existe pas, elle recherche une méthode main sans paramètres. Et là, si elle ne le trouve pas, il y a une erreur. Ça ne pose pas d'ambiguïté parce qu'on ne peut pas définir une méthode statique et une méthode d'instance avec la même signature. Donc forcément, il n'y aura que l'une ou l'autre.
Deuxième grosse évolution de cette JEP, on n'aura plus l'obligation de déclarer une classe. Et du coup, automatiquement, la JVM va, dans le bytecode, déclarer une classe à la compilation qui sera dans le package par défaut. Donc ça veut dire qu'on peut encore simplifier notre Hello World simplement en définissant ici une méthode d'instance main et en invoquant systemout.println Hello World. Le nom du fichier source est libre, donc évidemment c'est un identifiant Java valide. Ça va requérir de la part du constructeur un constructeur par défaut qui va ajouter. Bien sûr, comme on n'a pas de nom de classe, on ne peut pas créer ou ajouter d'autres constructeurs. On ne pourra avoir que le constructeur par défaut généré par la compilation. Le code peut avoir des membres, d'accord? Parce que même si on ne la déclare pas à la classe, il y en aura quand même une qui sera créée par le compilateur. Ce qui fait qu'on peut avoir des choses comme ça. Donc, vous voyez que là, je définis un membre statique, je définis la méthode main, je définis même une autre classe. Pourquoi pas? Ça ne pose pas de problème. Bien sûr, comme on n'a pas donné de nom à la classe, on ne pourra pas utiliser dans le code de référence de méthode statique, logique. Et puis, forcément, de nouveau, comme il n'y a pas de nom de classe, on ne pourra pas avoir de Javadoc. Dernière fonctionnalité, statement before super. Historiquement, il en a toujours été ainsi comme ça depuis Java 1.0. La première instruction d'un constructeur est obligatoirement l'invocation d'un constructeur de la classe ou d'une de ses superclasses, soit explicitement en utilisant this ou super, éventuellement avec des paramètres selon la surcharge qu'on veut invoquer, ou implicitement par le compilateur. Donc, si on ne fait rien, il y aura une invocation au superconstructeur par défaut de la classe mère. Le but de tout ça, c'est de nous garantir qu'avant qu'on utilise l'instance, tous les champs soient correctement initialisés. Mais c'est parfois contraignant. Ici, on est obligé d'invoquer le superconstructeur de la classe avant de contrôler la valeur et éventuellement, ici, si la valeur est négative, de lever une exception. Alors ça peut poser des problèmes parce que si l'invocation du superconstructeur peut être un petit peu coûteux, c'est dommage de devoir l'invoquer alors que finalement, on sait que on ne voudra pas créer l'instance puisque la valeur n'est pas cohérente. Alors, dans des cas simples, notamment quand il n'y a qu'une seule valeur, on avait des solutions pas forcément super élégantes pour faire ça. Comme ici, créer une méthode statique. Cette méthode fait le contrôle, lève l'exception, et puis l'invoquer, ou en tout cas envoyer le résultat de son invocation comme valeur du paramètre du superconstructeur. L'idée de cette JEP 447, c'est de nous permettre d'avoir un prologue, donc une petite portion de code avant l'invocation explicite du constructeur et de pouvoir ajouter du code. Alors évidemment, dans ce prologue, on ne pourra pas faire référence à this ou super, normal, mais par contre, on aura la possibilité, comme dans l'exemple précédent, de faire par exemple des contrôles sur les valeurs. Ça ne posera pas de problème. On aura aussi la possibilité de référencer un champ d'une classe englobante. Comme de toute façon, il doit forcément y avoir une instance, c'est une syntaxe qu'on connaît assez peu, mais ma classe englobante.this et le membre pourra être accédé, puisque lui, il y a une garantie que comme il y a une instance, ces champs sont initialisés. Donc, pour reprendre mon exemple précédent, maintenant, on peut faire ça. C'est en preview pour l'instant, mais ça devrait devenir standard incessamment sous peu. Ça, c'était pour les fonctionnalités qui concernent la syntaxe, le projet Amber. Au niveau du projet Loom, José nous en a parlé un petit peu ce matin. On a deux fonctionnalités qui reviennent pour une seconde preview, structure concurrency et scope value. Structure concurrency nous propose un nouveau modèle de programmation, parallèle et concurrente, dans le but de simplifier la programmation multithread en rationalisant la gestion des erreurs et ou l'annulation d'un ensemble de tâches lancées au travers de l'API, ce qui va améliorer la fiabilité et renforcer l'observabilité. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs traitements qui vont être exécutés par l'API dans des threads virtuels et qui vont être gérés par l'API comme une seule unité de travail. Vous allez me dire, pour faire ça, on a déjà quelque chose d'un petit peu équivalent, c'est le framework ForJoin, introduit en Java 7. Mais en fait, ForJoin et la concurrence structurée sont complémentaires. Un petit peu comme l'a indiqué José ce matin, le framework ForJoin, il va plutôt être à utiliser quand on va avoir des tâches à forte intensité de consommation CPU, plutôt pour des durées de vie courtes. Ça s'appuie sur des threads de l'OS, et pour ceux qui l'ont déjà mis en œuvre, c'est plutôt compliqué, c'est pas forcément facile. À l'opposé, on a ce qui nous est proposé dans cette structure
cette structure de concurrency. L'idée, c'est d'avoir des tâches qui vont être traitées par des threads virtuels, donc plutôt à forte intensité d'opérations bloquantes, comme des entrées-sorties. Et on va le voir dans l'exemple juste un peu après, c'est très facile à mettre en œuvre. C'est une API qui est en incubation en Java 20. Elle revient en preview en Java 21. Ça veut dire qu'elle a changé de package. Si vous trouvez des exemples sur le web, faites attention à ça. Maintenant, elle est dans le package Java utile concurrente. Elle revient pour une seconde preview. Hormis le fait qu'effectivement, elle a changé de package, il n'y a pas de modification au niveau des fonctionnalités. L'idée, c'est de nous proposer un modèle qui permet d'écrire du code dans un style synchrone, mais l'API va se charger d'exécuter les tâches en mode asynchrone. Ce qui fait que le code va être facile à écrire, à lire et à tester. On a une classe principale, Java Util concurrente structure task-scope. Plusieurs étapes pour mettre en œuvre cette structure concurrency. La première, c'est de déclarer dans un try with resources une instance, ici de structure task-scope. Avec cette instance, invoquer ou utiliser la méthode fork pour lancer les différents traitements. Ici, je veux générer une facture. Pour générer cette facture, j'ai besoin d'invoquer une méthode qui va me permettre de récupérer le client et la commande. Bien sûr, on va attendre le résultat de l'invocation ici de ces deux tâches. On a deux méthodes pour ça, soit John until, donc respectivement sans timeout ou avec timeout. C'est généralement toujours mieux de mettre un timeout parce qu'il est possible qu'on n'ait jamais de réponse et donc ça bloquerait le thread. Et puis, eh ben, d'invoquer la méthode get des instances qu'on récupère de l'invocation de ces méthodes fork, qui sont des objets de type subtask, et il nous propose une méthode get qui nous permet d'obtenir les résultats. Donc là, vous voyez que si on regarde, euh, il faut être conscient que c'est l'API structure task-scope qui va se charger d'utiliser des threads virtuels pour invoquer les différents traitements, mais quand on le lit, ça reste quasiment comme si on avait écrit du code euh, non multitâche. Donc on se décharge de tout ce traitement multitâche, c'est l'API qui va le gérer. Et cette gestion, elle va loin parce qu'on a deux implémentations qui nous sont proposées dans le JDK de structure task-scope, shutdown and failure, qui nous propose un modèle invoke all. L'idée, c'est qu'il va exécuter toutes les tâches, et si jamais une tâche lève une exception, elle termine toutes les sous-tâches en cours. Pour illustrer ça, ici, je reprends mon exemple de la facture. J'instancie ce coup-ci une instance de structure task-scope shutdown and failure. Et si vous regardez, la seule différence, c'est que j'invoque une méthode throw if failed qui va lever l'exception qui aura été levée si une des tâches soumises lève une exception. Pour le reste, ça reste très similaire. Par contre, l'API va prendre en charge le fait d'arrêter les traitements des autres tâches qui seraient encore en cours d'exécution. Une deuxième implémentation qui nous est proposée, Shutdown on Success, c'est un modèle Invoke Any. Là, l'idée, c'est que, on va soumettre un certain nombre de tâches et on va récupérer le résultat de la première qui nous répond. Et il va terminer l'exécution des sous-tâches côté client. Pour illustrer ça, on peut imaginer que j'ai un ensemble de serveurs qui peuvent me donner des températures d'une ville et je vais utiliser structure task scope shutdown on success pour invoquer les différents services et obtenir la réponse du premier, celui qui sera le plus rapide à répondre à ma sollicitation. Ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer nos propres structures task scope, nos propres implémentations pour y inclure nos propres règles métiers. Pour illustrer ça, j'ai une classe composant le plus léger qui hérite de structure task scope. Je définis deux collections. Remarquez qu'elles sont concurrentes pour gérer la concurrence d'accès qu'il pourrait y avoir parce que plusieurs threads peuvent se terminer en même temps. On implémente la méthode handleComplete qui sera invoquée par l'API et pour lequel on doit gérer trois statuts, notamment deux en particulier, success et failed. Qu'est-ce que je fais si la tâche a réussi? Qu'est-ce que je fais si la tâche a échoué? Dans un premier cas, je stocke dans ma collection des composants. Et s'il y a une erreur, je la stocke dans ma collection des erreurs. Il reste un troisième cas qu'on doit gérer pour avoir l'exhaustivité des cas, c'est unavailable, mais qui normalement ne devrait jamais arriver. Et puis, deux méthodes. Ici, une première méthode qui va nous renvoyer l'exception qui aura pu être levée ou une des exceptions qui aura pu être levée. Et puis, celle qui va nous intéresser, c'est celle qui va nous permettre d'obtenir le composant le plus léger. Ici, j'utilise basiquement un stream pour trouver le composant dont le poids est le plus petit. Et s'il n'y en a pas,
bah alors je lève l'exception qui aura été retournée par exception parce que ça signifie que comme les traitements sont terminés, si j'ai aucun composant, ça veut dire qu'ils étaient tous en échec. Deuxième fonctionnalité, Scope Value, la JEP 466. Historiquement, quand on veut partager des objets sans avoir à les passer en paramètres des différentes méthodes invoquées, depuis Java 1.2, on a les threads locaux qui ont un certain nombre de problèmes, notamment parce qu'ils nous permettent d'encapsuler des données mutables. On a des risques de fuite de mémoire, comme l'a indiqué ce matin José. Si on oublie ou si on omet de retirer un élément d'un thread local, et encore pire quand il est dans un pool de threads. Et puis, on peut avoir parfois aussi des problématiques de consommation de ressources, parce que quand on crée un thread fils, pour garantir que chaque thread a ses propres valeurs, il y a une copie qui est créée du thread local. L'API Scope Value qui nous est proposée tente de remédier à ces inconvénients, notamment en nous permettant de stocker et de partager des données immuables, et comme son nom l'indique, avec une certaine durée de vie qui sera délimitée, d'où le Scoped Value, pour les traitements du thread qui les a écrits. C'était en incubation en Java 20, c'est en preview en Java 21, et ça revient pour une seconde preview en Java 22. Alors, généralement, quand on va vouloir créer une instance, ça se fait un peu comme avec un thread local. On va déclarer une variable publique statique finale pour en faciliter l'accès. On a une fabrique pour ça, new instance. Ici, c'est une variable que j'appelle valeur. On a plusieurs méthodes. La première, c'est where, qui va nous permettre de définir une valeur pour ce scope value. On peut chaîner plusieurs fois l'invocation de where si on veut définir plusieurs valeurs éventuellement. On peut demander l'exécution d'une tâche dans le thread courant, mais cette tâche va se faire dans une certaine portée, soit sous la forme d'un runnable, soit sous la forme d'un callable. Et dans ces traitements, on pourra accéder à la valeur avec la méthode get. Alors, la méthode get, elle est un peu équivalente à ce qui est proposé dans l'optional, c'est-à-dire que soit elle nous renvoie la valeur, soit elle lève une runtime exception, en particulièrement une no such element exception, si jamais il n'y a pas de valeur qui est associée dans la portée. Donc, un petit peu comme avec optional, il est recommandé, avant d'invoquer la méthode get, d'invoquer la méthode isBound, qui va nous permettre de savoir si effectivement il y a une valeur qui est associée dans le scope value pour le thread, et si c'est positif, d'invoquer cette méthode get. Ici, un petit exemple avec un opérateur ternary. On vient de voir que ces scope value gèrent des données de manière immuable, mais on a quand même la possibilité de réassocier une valeur à un traitement sous-jacent. Ça implique quoi? Ça implique que je définis ici une première valeur qui s'appelle valeur. J'invoque la méthode run. Cette méthode run va exécuter 3 traitements, 2 fois afficher valeur. Et pour le traitement du milieu, qui va invoquer la méthode traitée d'une instance qui s'appelle d'une variable mon service, je veux que valeur ait une valeur différente. Eh bien, il n'y a pas de souci, il faut juste redéfinir un scope value et bien sûr définir la valeur et redemander le traitement sous-jacent, ici l'invocation de traité. Et si traité invoque la méthode get sur valeur, il obtiendra effectivement autre valeur. Dernière petite particularité, et c'est une exception, un scope value est partagé avec tous les threads d'un structure scope qu'on vient de voir. C'est-à-dire que si je définis un scope value et que dans ce scope value, j'utilise un structure scope, tous les threads virtuels, ici les 2 threads virtuels qui vont exécuter les méthodes traitées de service A et de service B, auront accès au scope value valeur. C'est la seule exception. Dans tous les autres cas, un scope value est vraiment dédié au thread pour lequel il a été défini. Des fonctionnalités du projet Panama, on en a 2. Foreign Function and Memory API, API de bas niveau qui va nous permettre de manière sûre, simple et efficace d'accéder à des données, notamment en mémoire off-heap, et d'invoquer des fonctions natives. Historiquement, c'est une API qui a une histoire assez longue, puisque c'était déjà la fusion de 2 JEP introduites respectivement en Java 14 et 16. Elles ont été fusionnées en incubation en Java 17 et 18, en preview en 19 et 21, dans un package Java Lang Foreign du module Java Base. Et c'est enfin maintenant en standard en Java 22. C'est dans la JEP 454. Je ne détaille pas plus. Je vous encourage à suivre la présentation de Brice
juste après la mienne, à 14 heures. Ça sera l'objet de son intervention de détailler cette API et puis d'un outil complémentaire, JExtract, qui nous facilite certaines choses dans cette API. Deuxième fonctionnalité qui arrive pour une septième incubation, il y a la JEP 460, c'est l'API Vector. Rien à voir avec la classe Vector qu'on a pu connaître il y a très très longtemps. Là, l'idée, c'est de nous permettre en Java d'exprimer des calculs vectoriels et donc de pouvoir, si le CPU le propose, exploiter des instructions SIMD. C'est notamment le cas sur les processeurs 64 bits Intel et ARM. L'idée de ces instructions SIMD, c'est de faire du single instruction multiple data, donc d'avoir une capacité à traiter en parallèle plusieurs données d'un tableau en un seul cycle CPU. Alors évidemment, c'est des opérations plutôt basiques qui vont être réalisées sur ces données, mais au lieu que chaque donnée requiert un cycle CPU, le SIMD permet de prendre plusieurs, le nombre varie en fonction du CPU et de la taille des données qu'on veut traiter, évidemment, mais traiter plusieurs, faire appliquer la même opération sur plusieurs données d'un élément du tableau. C'est en incubation depuis Java 16, ce qui pour l'instant est un record en termes d'incubation sur une API, et puis elle arrivera encore peut-être pas tout de suite, tout de suite. C'est dans le module Java Incubator Vector. C'est une API de bas niveau, plutôt verbeuse, dépendant pour partie du CPU, mais qui peut offrir de meilleures performances que du code scalaire équivalent. Un petit exemple, une méthode qui calcule A2 moins B2. Donc j'ai deux tableaux et je calcule A carré moins B carré. Bon, ça c'est du code impératif, c'est assez facile à lire. Le code équivalent avec l'API Vector, c'est celui-ci. Alors il peut paraître beaucoup plus compliqué, et ça l'est. Mais par contre, si le CPU sur lequel s'exécute ce code dans la JVM possède des instructions SIMD, il sera aussi beaucoup plus performant. Remarquez que si vous êtes observateur, il y a une partie de code qui est dupliquée, puisque à la fin du traitement de ma méthode calcul vectoriel, on refait une boucle. Pourquoi? Bah, parce que les instructions SIMD ne savent gérer que des lots complets. C'est-à-dire que si je sais traiter 4 données et que j'ai 10 éléments dans mon tableau, eh ben, il restera à notre charge le traitement des deux derniers éléments, raison pour laquelle on retrouve de nouveau une boucle. Remarquez aussi au passage que l'API requiert que les données soient transformées. Ici, comme j'ai des floats, il faudra les transformer en float vector. Il y a des API pour faire ça. Au niveau des évolutions dans Java Core, on en a deux en preview. La première, c'est les stream gatherers. Alors, on a un ensemble, depuis l'introduction de l'API stream, un ensemble d'opérations, mais fixes, soit intermédiaires, soit de terminal, pour réaliser des opérations de filtrage, de transformation, de réduction, de tri, toutes celles qui nous sont proposées. Mais en fait, ce qui peut parfois être un peu embêtant, c'est que ce nombre d'opérations empêche d'exprimer certains traitements complexes. Et puis, ça nécessite aussi à chaque fois de faire évoluer l'API pour rajouter une opération supplémentaire. Alors, il y en a déjà eu, hein, on en a eu, il y a eu MapMulti, il y a eu un certain nombre d'évolutions dans l'API Stream. Là, l'idée de cette JEP 461, c'est de nous proposer une opération intermédiaire gather qui va nous permettre d'exprimer quasiment n'importe quelle opération intermédiaire au travers d'une API gatherer qu'on peut voir comme assez similaire de l'API collector qui est une opération terminale, mais ce coup-ci dans une opération intermédiaire. Je ne détaille pas plus. Rémi vous en parlera et je vous encourage à la suivre à 15 heures. Il détaillera l'utilisation de cette API. Et puis, il nous reste l'API ClassFile qui est introduite en preview, une première preview dans la JEP 457. Quand on regarde l'écosystème Java, alors d'aujourd'hui, beaucoup de bibliothèques, en tout cas dans les principales qu'on utilise, manipulent du bytecode. Alors, on a différentes possibilités pour faire ça. Il y a plusieurs bibliothèques, notamment open source, qui existent, puisqu'on n'a rien en standard jusqu'à maintenant dans le JDK, comme ASM, BCEL, Java 6, ByBuddy. Il en existe un certain nombre. Elles sont utilisées par de nombreux frameworks à l'heure d'aujourd'hui, surtout les principaux frameworks qu'on utilise. Avec une petite particularité quand même, c'est que le JDK lui-même utilise ASM. Et ça pose un problème à ceux qui contribuent à OpenJDK parce qu'ils sont obligés d'utiliser une version N-1 par rapport à la version N du JDK. Donc là, l'idée, c'est de fournir une API en standard qui va permettre l'analyse, la génération, la transformation de fichiers de classe en Java. C'est dans un package Java Lang Class File. C'est une API en preview. C'est une API qui est très riche,
qui va permettre un accès soit random, soit séquentiel à un fichier de classe. On a différents composants qui sont modélisés dans l'API, des modèles qui représentent une structure complexe, immuable, comme des classes, des champs, des méthodes, le corps des méthodes. On a des éléments qui représentent un élément du fichier classe, de nouveau immuable. Les éléments peuvent être soit des modèles, et un modèle possède toujours un élément correspondant. Ce qui fait qu'au début, l'API, elle est un petit peu... Il faut s'y faire un petit peu, il faut l'appréhender. Mais c'est quand même pour représenter, pour manipuler des fichiers classes qui sont quand même assez riches et de différentes manières. On a aussi des entries qui représentent des éléments du constant pool, pour ceux qui connaissent un petit peu les fichiers .class. On a des pool entries, des class entries, des chaînes de caractères dans des UTF-8 entries, qui sont également exposés sous la forme de modèles et d'éléments. On a aussi des attributs pour les attributs d'un élément, généralement exposés sous la forme d'éléments. Et dernière chose, l'API va aussi utiliser des types du package Java constante pour les informations symboliques. C'est une API moderne. Elle utilise des fabriques, des types CD, l'immutabilité, on vient le voir, beaucoup d'éléments sont immutables. Et la génération va utiliser des builders qui sont fournis en paramètres de lambda. Alors, on peut faire différentes choses. On peut générer un fichier classe. Vous avez un petit exemple ici, simple. Alors, vous voyez qu'on a des fabriques off pour créer un fichier ici qui va s'appeler entier-utile.class. On définit une méthode au travers d'un builder qui s'appelle ajouter. On fournit la valeur de retour et la signature. Donc ici, ça va retourner un objet de type long et ça attend en paramètre deux objets de type int. On a des attributs. Ici, je veux que la méthode soit publique et statique. Et on va fournir le code, alors là, au travers de bytecode, hein, l'implémentation de la méthode. Si j'exécute ce code, ça me génère un fichier entier utils.class. On peut le décompiler. Donc, si vous voyez, on a bien effectivement ma classe. J'ai une méthode ajoutée et elle contient du code qui va simplement faire l'ajout des deux paramètres et en retourner la valeur. Si on avait écrit ça en Java, alors ce n'est pas tout à fait équivalent parce que le compilateur nous générerait un constructeur par défaut, mais ça serait l'équivalent en Java, ça serait ça. Alors évidemment, là, on n'est pas compilateur. On a écrit directement au travers de l'API le fichier, ou on a généré en tout cas au travers de l'API le fichier .class. On peut faire différentes choses, notamment la lecture et l'analyse des fichiers classe avec différentes formes de parcours proposés. Ça commence par l'obtention d'une instance de type classe modèle. On a une surcharge de la méthode parse de class file pour faire ça. Et on va pouvoir parcourir les différents éléments qui sont de type class element. Parce que class element implémente itérable de class modèle, pardon, implémente itérable de class element. Donc ici, en fait, je vais reparcourir le fichier entier-utils.class et je veux qu'il m'affiche toutes les méthodes et le bytecode de ces méthodes. Donc si j'exécute ça, effectivement, bon, il m'affiche la méthode et les différents opcodes contenus dans le bytecode. On peut parcourir aussi des éléments par type. On a des méthodes dédiées pour ça, pour obtenir les champs, les méthodes, par exemple. Là, il y a un exemple équivalent, alors sur une forme légèrement différente, parce qu'au lieu de parcourir l'intégralité, je lui demande simplement de me fournir directement les méthodes. On peut aussi parcourir les éléments avec un stream. Donc, on a effectivement différentes possibilités pour faire le parcours des différents éléments d'un fichier classe. On peut aussi transformer un fichier classe plutôt que de simplement le générer et le parser. Alors, souvent, la transformation, c'est la combinaison d'une lecture et d'une écriture. On va lire un fichier de classe, on va éventuellement faire des modifications, sachant que souvent, dans ces modifications, une grande partie du fichier .class va être conservée telle qu'elle. Pour ça, on a des builders avec des méthodes with qui vont nous permettre d'inclure directement les éléments sans les modifier. Par exemple, ici, si je voulais retirer la méthode ajoutée de mon fichier classe entier.utile, je peux parcourir les différentes méthodes, regarder si son nom s'appelle ajouter. Dans ce cas-là, je ne fais rien. Et sinon, ben, je l'ajoute dans le résultat à la fin du bytecode qui sera obtenu. On peut aussi voir les transformations comme étant considérées comme une flat map sur une séquence d'éléments. Pour ça, chaque élément a un type transform correspondant. Donc, on peut ici définir un objet de type class transform pour lequel, au travers d'une lambda, on va fournir la description. Alors, c'est toujours la même, hein. Je regarde si c'est une méthode. Et si elle s'appelle ajouter, je ne fais rien. Sinon, je l'ajoute. Et puis, bah, bien sûr, on va pouvoir appliquer à un fichier .class cette transformation.
On a aussi un helper, dropping, qui permet de retirer des éléments. Donc, c'est une manière un petit peu plus simple de dire, OK, je prends un fichier et je t'indique qu'il faut que tu supprimes, bah, ici, de nouveau, les méthodes dont le nom correspond à ajouter. On peut aussi faire des combinaisons de transformations. Là, l'idée de l'exemple que je vous propose, c'est de remplacer les opcodes d'ajout par de la soustraction. On pourrait imaginer que je sois en train de faire manuellement une transformation de type mutation testing. Ça se fait assez facilement. On définit ici un code transform, donc où j'indique qu'effectivement, si mon opcode, c'est l'ajout, bah, je le remplace par une soustraction. Sinon, bah, je laisse l'opcode tel qu'il est. On définit une méthode transform. Au travers de la méthode transforming code, on lui passe le code transform et on l'applique. Ou encore plus simplement, on a une méthode transforming method buddy à laquelle on peut directement passer le code transform pour appliquer la transformation. Et puis, bah, à la fin, on applique cette transformation sur le fichier classe. Dernière chose, on a un nouveau formateur pour formater ou analyser des listes de chaînes de caractères en étant sensible éventuellement à des paramètres régionaux. On a une fabrique pour ça, à laquelle on peut passer une locale précise. Sinon, par défaut, ça sera la locale par défaut de la JVM. On peut préciser aussi un type de mise en forme. Avec list format, c'est une énumération, 3 valeurs définies, standard, or ou unit, standard par défaut. Et on peut appliquer un style, soit full, soit short, soit narrow, qui va indiquer la façon dont les chaînes sont abrégées ou non selon le type. Un petit exemple ici, j'ai une liste de 3 éléments. Je vais les formater avec les valeurs par défaut. Pour la locale française, avec or et full. Et pour les locales US, avec standard et full et short. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, au lieu d'avoir à construire ça manuellement, à utiliser une bibliothèque tierce, on a cette fonctionnalité-là maintenant qui est directement incluse dans le JDK. On a différents ajouts aussi dans l'API Java Core. On a une méthode isTerminal de console qui nous renvoie un booléen qui indique si la console est dans un terminal ou pas. Vous savez, parfois dans un IDE, on n'est pas dans une console, donc ça pose parfois quelques petits soucis. Bah, maintenant, on peut le détecter. On a une méthode forPrimitiveName qui nous retourne la classe associée, donc le wrapper, basiquement, d'un type primitif donné, sinon c'est nul, sachant que les 9 types primitifs qu'on a, hein, c'est boolean, byte, short, char, int, long, float, double, et pour des questions de compatibilité, on a void aussi, notamment quand on utilise des API qui font des modifications dynamiques de bytecode. On a une méthode, pardon, une fabrique off littéral qui nous crée une instance depuis la représentation textuelle de l'adresse IP. Elle existe pour IPv6 et pour IPv4. Et puis, on a une méthode equidouble de random generator qui nous renvoie un stream illimité de valeurs doubles choisies de manière pseudo-aléatoire où chaque valeur comprise entre la limite gauche et droite spécifiée est incluse ou non avec une garantie de distribution uniforme. Raison pour laquelle elle est un petit peu plus longue à démarrer parce qu'il faut qu'elle instancie un stream, mais après on a une garantie d'avoir une meilleure distribution uniforme des valeurs qui seront fournies dans le stream. Au niveau des API, des évolutions dans la JVM, il y en a deux. La première, c'est que depuis le JDK 11, on peut faire exécuter un fichier .java à la JVM sans le compiler. Ça ne concernait qu'un unique fichier. Évidemment, ce n'est pas de l'interprétation. La JVM va lire le code Java, va le compiler en mémoire avant de l'exécuter. Et un petit exemple, on était restreint à avoir qu'un seul fichier pour l'instant. Avec la JEP 458, l'idée, ça va être d'avoir plusieurs fichiers sources. Donc, on va pouvoir répartir le code sur plusieurs fichiers sources. Seuls les .java utiles seront compilés. On ne peut pas déclarer plusieurs fois le même type dans plusieurs fichiers sources. On n'a pas de garantie d'ordre ni même de temporalité sur la compilation des fichiers Java. Ça, c'est la JVM qui va le décider. Elle pourra faire des compilations à la volée ou lazy. Et si une classe est utilisée dans un même fichier, elle est directement utilisée et elle n'est pas recherchée. Des évolutions aussi dans G1, rapidement, dans la JEP 423. Ça concerne un cas particulier sur l'utilisation de JNI qui en fait requiert l'utilisation de pointeurs sur des objets Java. Et quand on est dans de telles situations, les traitements sont considérés comme dans des sections dites critiques. Et ces objets-là ne doivent pas être déplacés par le GC. Historiquement, ce que faisait G1, c'est qu'il suspendait carrément ces traitements lorsqu'il rencontrait des régions critiques de JNI, ce qui pouvait induire parfois
des problèmes de blocage de thread, voire même d'out of memory. Là, l'idée, c'est de réduire la latence en permettant l'épinglage uniquement des régions concernées et donc de traiter les autres régions qui ne sont pas épinglées. Ce qui fait que ça va limiter les risques inhérents avant à la suspension intégrale de tous les traitements de G1 dans le cas où on utilise JNI. Ça devrait améliorer les performances et surtout réduire les risques. Des événements JFR supplémentaires dans la JVM Hotspot, une qui nous permet d'obtenir des statistiques sur les taux d'utilisation du JIT C1 et C2, un événement qui concerne les invocations de méthodes dépréciées dans le JDK et des événements liés au chargement et au déchargement de bibliothèques natives. Conclusion, ben, Java poursuit son évolution en respectant son modèle de release tous les 6 mois. On l'a vu, Java 22 propose des fonctionnalités sur la syntaxe, sur la programmation parallèle et concurrente, sur une meilleure utilisation du matériel moderne, ben, notamment avec FFM qui est maintenant standard. L'API Gatherer en preview, on ne l'a pas vu, mais suivez la presse de Rémi. Et tout ça ben, pour que Java reste pertinent aujourd'hui et demain. Donc n'hésitez pas, téléchargez un JDK 22 auprès d'un fournisseur, tester et utiliser ces fonctionnalités en prévision de la future prochaine version LTS Java 25 qui sortira dans 1 an et demi. C'est tout pour moi. Alors, y a-t-il des questions? Pour moi, je ne vois pas l'utilité de bonnes nouvelles que ça évolue. Oh, bien sûr que si, il faut que ça évolue, sinon ça serait triste. On ferait tous du COBOL. J'en ai fait, hein. Non, il faut que ça évolue. Et puis pour la bonne et simple raison, on le voit par exemple au travers de Panama, le matériel évolue aussi. Donc c'est important que Java évolue. Et puis si Java n'évoluait plus, peut-être qu'il pourrait perdre un petit peu de sa prestance et son utilisation. Et puis quand on regarde la concurrence évolue. Donc forcément, il faut évoluer. Et puis nos technologies évoluent. Donc Java doit absolument évoluer. La syntaxe var n'est vraiment pas heureuse comparativement aux autres langages. C'est des choix. Après, var est très clivant. On n'aime pas. Moi, je pense qu'il faut en avoir une utilisation raisonnable. Et puis, peut-être petit aparté aussi. Alors, je sais qu'on aime bien faire ça, on aime bien comparer, mais c'est toujours très compliqué de comparer des fonctionnalités qui peuvent sembler similaires, voire identiques. C'est rarement le cas. var, par exemple, on pourrait tenter, pour ceux qui font du JavaScript, de comparer var de Java et var de JavaScript. C'est pas du tout pareil, hein. Pour moi, var dans JavaScript, ce qui s'en rapproche, c'est plutôt let. Donc, il ne faut pas toujours comparer comme ça. Euh, je dirais, c'est pas facile de comparer des fonctionnalités qui peuvent sembler similaires dans différents langages. Comment avoir la liste de toutes les JEP depuis le JDK 11, par exemple? Oula! Alors, chaque version de Java a une liste de JEP. Il faut faire du copier-coller et les regrouper. Oh, je pense qu'on peut trouver l'info, mais on doit pouvoir les reconstruire. Il suffit d'aller voir chaque définition sur OpenJDK. Il faut prendre chaque version et puis il y a la liste de toutes les JEP qui sont concernées. Donc, on peut en refaire une liste exhaustive. Pourquoi ne pas s'inspirer de Python et de ses FS-strings? Ah, ça, c'est toujours une grande question aussi. Souvent, on reproche à Java d'être lent dans les fonctionnalités qui nous sont proposées. On l'a vu avec les lambda, on le voit avec les string templates. Ce qu'il faut s'imaginer quand même, c'est que effectivement, souvent, Java est rarement, très très rarement novateur, hein. Moi, à ma connaissance, il est innové que sur 3 fonctionnalités. Je parle en termes de syntaxe, hein. Mais par contre, il s'inspire quand même d'autres fonctionnalités. Et après, il y a quand même des réflexions qui sont faites sur qu'est-ce qu'on prend. Ça a été le cas avec var, ça a été le cas aussi avec les string templates, hein. Les gens qui travaillent sur les JEP regardent un petit peu les évolutions et puis essayent d'en garder ce qui leur semble être le plus intéressant, le plus pertinent par rapport à ce qui est fait. Et puis, si on copiait tous les uns sur les autres, ben, finalement, on pourrait peut-être se dire qu'on pourrait peut-être avoir qu'un seul langage, peut-être le meilleur du monde. Mais ça, je pense que c'est très compliqué parce que souvent, on peut avoir des avis différents et tranchés. Quels sont les meilleurs cas d'usage de l'API classe? Eh ben, tout ce qui va être, on va avoir enfin, alors pour l'instant elle est en preview, hein, mais quand elle sera standard, on pourra l'utiliser pour tout ce qui est manipulation de bytecode. Alors après, est-ce que ça veut dire que c'est la fin des bibliothèques existantes? Je pense pas.
Mais c'est comme d'habitude, on aura enfin une solution standard pour faire cette manipulation. Je suis surpris par les possibilités de ne pas avoir super comme première instruction si incluse explicitement par le développeur. Si, on peut toujours, évidemment. La seule chose, c'est que là, il nous rajoute une possibilité d'avoir la possibilité de rajouter du code, notamment pour faire des contrôles, pour s'épargner l'invocation successive des différents constructeurs de la hiérarchie qui peuvent parfois être consommateurs. Il est 13h58. Je vous propose d'en rester là pour permettre de faire la transition. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le Slack. Je tâcherai d'y faire un petit tour pour voir s'il y en a et j'y répondrai. Et puis, ben, bonne continuation dans cette journée avec la session de Brice, de Rémi, de Bernard et de Anna Maria.